Merci beaucoup. Voilà, donc on est ravis de vous présenter les résultats de cette recherche Expaparm Action, qui porte donc sur des questionnaires d'expérience patient dans différents terrains d'études. Donc notre projet a été financé par un programme de recherche Sciences avec et pour la société de l'Agence nationale de la recherche. Alors un petit rappel de ce qu'est l'expérience patient. À partir de la définition qu'en a donnée le Beryl Institute en 2014 et qui a été traduite en français par l'Institut français de l'expérience patient. Donc l'expérience patient, c'est l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou son entourage tout au long de son parcours de santé. Et ces interactions sont façonnées par l'organisation du parcours et par l'histoire de vie de la personne. Donc, comment en pratique appliquer cette définition au parcours mucoviscidose? Donc, ce parcours que l'on connaît bien commence avec le diagnostic de la maladie, donc par le diagnostic néonatal ou sur symptômes. On enchaîne avec le parcours pédiatrique, puis adulte et éventuellement transplantation. Les événements de santé, les complications que l'on voit au-dessus des flèches, évidemment conditionnent et structurent le parcours de soins. D'autres éléments comme en transplantation, en post-transplantation, l'organisation, soit en suivi centralisé en centre de transplantation, soit en alternance avec un centre relais, ça structure aussi notre parcours. Et les événements de vie, et notamment de socialisation du patient, évidemment conditionnent ce parcours. Donc dans notre étude, pour rendre compte de l'expérience d'un parcours actuel, on ne s'est pas attaché à une dimension biographique, longitudinale, mais à des tranches de vie, donc en s'intéressant à des patients ou des parents aux différentes étapes de ce parcours et en leur demandant de se remémorer les 3 ou 5 dernières années. Ainsi, on obtient un parcours en juxtaposant ces différentes tranches de vie. Alors nous sommes partis d'un premier programme, d'un premier projet de recherche qui s'appelle Expaparm, qui était déjà une recherche collaborative qui associait 7 co-chercheurs, patients ou parents dans le groupe de recherche avec des professionnels de santé de plusieurs CRCM et 2 laboratoires donc de recherche, le LEPS et Reshape. Et nous avons interrogé un échantillon de 67 patients et parents de façon approfondie, justement à ces différents moments du parcours, pour en déduire, pour construire une banque de questions pour 3 publics, donc un public pédiatrique des parents, le public des patients adultes et le public des patients adultes transplantés. À partir de cette base de questions, on s'est interrogé sur comment finalement on peut les utiliser en pratique. Vous avez déjà présenté ce projet au JFM en 2022, donc je vais pas y revenir en détail. Donc le projet actuel, qui s'appelle Expaparm Action, est aussi une recherche participative avec 5 co-chercheurs, 3 patients et 2 parents. 3 de ces co-chercheurs viennent d'Expaparm et continuent avec nous, et 2 sont donc arrivés avec ce nouveau projet. 4 chercheurs, et dans le cadre de l'appel à projet Sciences avec et pour la société, il nous était demandé d'associer un partenaire de la société civile, en l'occurrence le pôle recherche de l'association Vaincre la mucoviscidose, et un autre partenaire avec un rôle particulier et assez innovant qui s'appelle un tiers veilleur, et c'est l'association Tous Chercheurs à Marseille qui nous accompagne sur ce volet participatif. Et donc nous avions besoin en tant que recherche-action de 4 terrains d'études qui ont été sélectionnés, donc comme vous allez le voir, sur le parcours d'une part, donc pédiatrique avec Versailles, adulte avec Lyon adulte et l'unité de transplantation thoracique de Nantes pour le parcours transplantation. Et un 4e terrain d'étude a été ajouté, qui est volontaire, qui est le pôle santé de Vaincre la mucoviscidose. Donc dans cette approche par cas, un tout petit détour par cette approche, il s'agit pour nous de sélectionner des cas soit typiques, emblématiques,
dans lequel le processus et tout notre dispositif doit fonctionner normalement, et puis éventuellement un ou des cas limites dans lesquels certaines conditions d'implémentation ne sont pas forcément réunies. Et vous verrez que dans les exposés qui vont suivre, il y aura peut-être ce type de cas limite. Alors, quels sont les objectifs de notre recherche plus précisément? L'objectif principal, c'est de caractériser les conditions d'implémentation de nos questionnaires d'expérience patient dans des organisations de soins et au niveau associatif, avec cette visée d'améliorer les parcours des personnes vivant avec la mucoviscidose. Donc, plusieurs hypothèses sont mises à l'étude. D'abord, est-ce que c'est utile d'utiliser des questionnaires d'expérience patient pour mieux comprendre et mieux partager cette vision des difficultés des personnes le long de leur parcours? Est-ce que c'est, une fois qu'on connaît cette expérience patient, est-ce qu'elle est utile pour nous permettre d'imaginer des pistes d'amélioration des parcours? Troisièmement, est-ce que la démocratie en santé, qui consiste donc à associer des patients ou des parents en partenariat avec les chercheurs et avec les professionnels pour réfléchir à toutes ces questions d'expérience et d'amélioration de parcours, est-ce que ça apporte quelque chose et est-ce que c'est faisable? Et puis, quatrièmement, de quel finalement appui et accompagnement informatique et statistique nous avons besoin pour que tout simplement cette expérience puisse se faire. Alors, je vais présenter l'organisation de la recherche dans les terrains avant de passer la parole à chacun des terrains, si je puis dire, représentant les terrains après moi. Donc, cette organisation, elle a été communément partagée. Donc, la recherche a commencé en 2023 et va se terminer à la fin de l'année. Donc, on n'a pas des conclusions encore tout à fait définitives. Dans chaque terrain d'étude, un comité d'étude a été constitué autour d'un médecin avec un ou deux soignants et un, voire plus, patients ou parents partenaires. La première étape, c'était de mettre au point le questionnaire d'enquête, donc de construire ce questionnaire en définissant, donc le terrain définit sa problématique à l'étude, sélectionne dans notre base Expaparm des thématiques et des questions, se les approprie éventuellement pour coller aux pratiques locales et les diffuse auprès de sa file active, en tout cas du public cible. Ces questionnaires, entre-temps, auront été testés par des patients, des parents volontaires. Il y a une deuxième phase qui est la phase traitement des réponses, donc avec la collecte et l'analyse statistique par l'INED, qui était l'autre laboratoire associé des réponses, la discussion des résultats qui a eu lieu avec les comités d'études en plusieurs réunions pour essayer d'identifier des pistes d'amélioration, des difficultés des patients et des pistes d'amélioration possibles. Donc on a eu un séminaire fin janvier où on a partagé tous ces résultats et où on a commencé à évaluer notre dispositif. Et donc jusqu'à la fin de l'année, on va pouvoir faire les synthèses, les communications et les publications. Voilà. Je vais laisser la parole à Christine MS qui va présenter ce qui s'est passé à Versailles dans le cadre du projet. Et donc pour Versailles, on était donc une équipe constituée de 3 personnes, donc Asma Gapsi qui est pneumopédiatre, Delphine Nidbou qui est psychologue et moi-même. Donc la question que l'on a souhaité traiter pour Versailles, c'était de se dire est-ce qu'au CRCM on répond à toutes les attentes des familles, pas seulement sur le médical, mais sur tout le vivre avec la maladie. Et on voulait en prime regarder un petit peu si on pouvait avoir un lien, voir s'il y avait un lien entre l'état actuel et l'état au vécu, à l'annonce. Ce qui est important, c'est que, en fait, à chaque coup, on a toujours été ces 3 têtes pensantes pour établir le questionnaire et pour faire le choix des questions. Et c'est vraiment un apprentissage de dire qu'il y a vraiment une complémentarité des 3 points de vue. Le point de vue de la psychologue, le point de vue du médecin et puis le point de vue du parent. Et à chaque coup, à chaque question, on amenait toujours quelque chose de différent et on a réussi à assembler tout ça et c'est ce qui fait, je pense, la force du questionnaire. Dans les différents apprentissages que l'on a eus, c'est l'importance de bien motiver les parents, de bien donner du sens pour avoir des retours, puisque en fait,
faisant un premier envoi classique par mail, on avait 5 ou 6 réponses. Pour mon mari que j'avais forcé, donc ça compte pas vraiment. Et du coup, après, Asma et Delphine ont appelé chaque famille séparément pour leur expliquer l'intérêt de cette démarche. Et là, du coup, on a un taux de réponse qui est beaucoup plus important. Ceci étant, on voit qu'on a quand même un taux d'attrition au fur et à mesure du questionnaire qui est assez élevé. Et là, c'est aussi un apprentissage, c'est qu'on a commencé en se disant, le début, c'est l'annonce, et on a commencé le questionnaire par des questions sur l'annonce, qui sont des questions un petit peu touchy, peut-être, et qui étaient aussi, c'était un module très long de questions. Et donc, voilà, on se dit, on aurait dû inverser et poser ces questions-là à la fin, puisqu'en fait, les 10 personnes qu'on a perdues au fur et à mesure du questionnaire, on en a perdu déjà 5 à l'issue de ce premier module. Donc l'ordre des questions, et puis un filtre, on s'est auto-censuré pour pas demander l'âge de l'enfant, en se disant on demande déjà la distance, la composition de la famille, etc. Donc si on demande l'âge de l'enfant, on a beau leur dire que c'est anonyme, ça va plus tellement l'être. Et de temps en temps, ça nous gêne, et puis en plus, ça fait poser des questions à certains parents qui n'étaient pas pertinentes, notamment les questions sur l'autonomie de l'enfant. Pour des jeunes enfants, ça n'avait pas trop de sens. Donc voilà, de bien penser à ça dans la construction. Donc sur les résultats, là, on a mis quelques résultats qui sont les premiers qui nous sont apparus, qui sont peut-être les points un peu les plus forts. Et je vais plutôt aller sur le plan d'action. Je vais vous laisser prendre connaissance d'un gros rapport de 80 pages qui n'est pas encore complètement fini, mais voilà, il y a plein encore de croisements à faire, mais voilà, tous les gros points. Donc maintenant, ce que l'on voudrait faire, c'est partager avec les familles les résultats, notamment parce qu'on leur a demandé de s'impliquer, donc aussi de leur dire que ça sert à quelque chose. Et puis l'idée derrière ce partage avec les familles, c'est aussi de recruter des nouveaux parents partenaires pour pouvoir faire évoluer le TP ou les pratiques au fur et à mesure, et toujours avoir cette notion de parents partenaires qui participent à la co-construction. Voilà. En dernier point, que vont me tuer, c'est l'importance du parent partenaire qui a été mis en évidence. Donc, moi, en parallèle du projet Expaparme, j'ai aussi fait la formation 40 heures ETP avec Sandra, donc, qui est l'infirmière coordinatrice. Donc ça amène plein de choses. Dans les résultats, on voit qu'on peut faire plein de séances de TP par exemple, on constate la méconnaissance des droits sociaux, etc. Et donc tout ça, ça nous amène à dire que voilà, c'est important d'avoir des parents partenaires, c'est important de co-construire. Et donc le CRCM a sollicité un appel à projet de l'ARS Île-de-France, et on a été retenu. Et donc on a un budget pour les 2 prochaines années pour financer du partenariat patient. Donc ça, c'est très prometteur. Le seul truc, c'est que ça reste que pour 2 ans, et qu'on aimerait bien pérenniser cette action. Voilà. Et puis juste pour finir, je voudrais quand même remercier les équipes de Versailles, parce que le partenariat patient, ça se fait pas que parce qu'il y a un parent qui est volontaire, ça se fait aussi parce que les équipes m'accueillent vraiment super bien, et je les en remercie. Je baisse un peu parce que je suis toute petite. Ça ne marche pas. Je vais le tenir comme ça. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis Alexandrine Durand. Je suis une patiente partenaire, et j'ai travaillé sur le terrain lyonnais avec Kitri Reynaud, qui est médecin au CRCM de Lyon, Isabelle Dupéret, qui est infirmière coordinatrice au CRCM de Lyon, Philippe Horry, qui est un patient partenaire comme moi. Donc, on a travaillé sur le parcours de soins avec la nouvelle thérapie Kaftrio. Donc, je passe les détails sur la diffusion du questionnaire. On va aller directement sur les résultats qu'on a catégorisés en 4 grands points d'apprentissage et de difficulté. Alors, le premier point qu'on a identifié, c'est qu'il y a une satisfaction générale du suivi au CRCM qui est proche de 100%, 97%, je crois. Le deuxième point, c'est le fait que certains besoins ou demandes ne sont pas toujours exprimées par les patients auprès des équipes.
comme par exemple l'envie d'en savoir un petit peu plus sur la génétique, les mutations, etc., qui leur sont propres, ou encore sur le volet social, notamment sur les inquiétudes qui sont liées à l'évolution des droits sociaux avec CAF-TRIO, ou encore sur la détection et l'identification d'effets secondaires qui sont pas forcément exprimés auprès de l'équipe médicale. Le troisième point montre que 70% des patients souhaitent faire évoluer les modalités de consultation, que ce soit une alternance entre présentiel, téléconsultation, moins de présentiel, moins de téléconsultation. En tout cas, le fait qu'il y ait des attentes plus ou moins longues entre chaque praticien lors des consultations a été relevé comme étant quand même une difficulté. Enfin, le dernier point concerne la problématique de la médecine de ville. En gros, pour les patients, ils se demandent quel rôle ont ces relais médicaux et comment finalement on peut maintenir une bonne prise en charge dans le suivi avec toute la difficulté d'accès qu'on connaît aujourd'hui. Face à ces constats, on a défini plusieurs actions qui soient facilement applicables. La première action, c'est que pour transmettre plus d'infos sur la maladie, on a proposé d'intégrer un bloc fixe au compte-rendu de la consultation qui contiendrait toutes les informations médicales, profils génétiques, etc., ou événements médicaux majeurs, ce qui permettra à la fois d'ouvrir le dialogue avec le patient sur ces sujets, mais aussi de transmettre de l'information à d'autres professionnels médicaux qui seraient en contact avec ces mêmes patients. Le deuxième point, c'est le fait de travailler sur une clôture ouverte de la consultation, dont l'objectif serait de venir boucler, en gros, la consultation en s'assurant qu'il n'y ait aucun questionnement qui reste en suspens auprès du patient, d'une part, mais aussi de préparer la prochaine consultation en faisant converger les besoins patients avec les besoins de l'équipe médicale. Et en gros, ce programme co-construit serait intégré à la fiche de rendez-vous qui sera ensuite transmise aux patients. Cet échange y permettrait également de venir anticiper les différentes demandes administratives comme renouvellement du dossier MDPH qui est souvent envoyé hier pour le lendemain et donc en tout cas de travailler à une meilleure collaboration avec le patient sur ces sujets. Et enfin, on a proposé d'approfondir l'échange sur le suivi en ville pour lever les éventuels freins et améliorer la coordination entre les professionnels médicaux et paramédicaux de ville et le CRCM. Côté planning, alors nous, on en est au début de l'exploitation des résultats. Les analyses vont continuer avec l'INED, notamment pour croiser les données. En parallèle, on va observer la mise en place des actions émises précédemment, effectuer des ajustements si nécessaire et surtout communiquer auprès des patients et des équipes médicales. Et sur le long terme, on espère, en tout cas, cette étude, elle ouvre des perspectives ambitieuses pour le partenariat patient, avec l'élargissement de l'équipe participative, le déploiement d'actions complémentaires et surtout l'identification de nouvelles pistes de réflexion pour continuer d'améliorer le parcours de soins des patients mucos avec ou sans CAF-TRIO. Merci. Bonjour. Alors Dominique nous a demandé de participer à un moment où on ne greffait plus de patients mucos, mais des patients BPCO et porteurs de fibrose. Avec l'impression pour l'équipe que c'était plus compliqué de suivre dans leur suivi ambulatoire post-greffe à distance de la greffe ces patients âgés, enfin plus âgés que les patients mucos. On s'est donc saisi de cette opportunité pour interroger le parcours patient du suivi ambulatoire des greffés selon les 3 étiologies. Donc dans l'équipe, outre Amélie Perrin, on avait Sophie Cormeret qui est infirmière IPA en transplantation, et puis 2 patients, un patient muco et une patiente non muco. Et donc, pour faire en plus cette analyse sur les 3 sous-groupes, on a en plus répondu à un appel d'offres de l'Agence de la biomédecine. On avait en arrière-pensée l'idée d'éventuellement de pouvoir transposer des choses mises en place pour les patients mucos pour les autres étiologies. Donc, on s'est rendu compte que c'est un sujet qui tenait à cœur à nos patients, parce qu'on a eu beaucoup de réponses. On a eu 59 répondants sur 80 patients sollicités au total, avec, comme vous pouvez le voir, les 3 groupes qui ont répondu de manière aussi importante. Donc pour commencer, ils sont contents globalement de leur prise en charge et ils trouvent que l'équipe est disponible, donc ça nous a fait bien plaisir. Ensuite, si on interroge les items sur les médicaments, 2 points nous sont parus importants.
Le premier, c'est qu'au sortir de la greffe, on leur donne un plan de prise, qui est une feuille de papier écrite au crayon de papier, et on pensait qu'ils l'utilisaient uniquement en post-greffe rapproché. En fait, même plusieurs années après la greffe, ils l'utilisent toujours. Et le deuxième point, c'est que ce qui est le plus compliqué pour eux dans les traitements, c'est pas en termes de pénibilité pour l'insuline, pour des aérosols, c'est vraiment les effets secondaires des immunosuppresseurs qui ressortent. Sur le suivi en hôpital de jour, nous on les suit en hôpital de jour, on s'est rendu compte qu'ils trouvent qu'ils attendent beaucoup et ils comprennent pas bien notre organisation, notamment notre priorisation. Donc on priorise pour faire passer en premier les patients qui habitent loin, mais surtout on priorise ceux qui ont des problèmes médicaux. Et donc il y a toujours un patient qui habite plus près qui passe avant et ça génère de l'incompréhension. Sur leur suivi par les spécialistes de ville, comme pour tout le monde maintenant, c'est compliqué, donc ils ont du mal à prendre les rendez-vous pour les dermatos, cardio, etc. Sur les items ETP, ils disent tous que c'est important l'ETP, 94% trouvent que c'est utile. Et quand on leur demande quel thème ils voudraient revoir, approfondir, les thèmes sont très variés. Donc en fait, ça nous rassure, on n'a pas un trou dans la raquette, on balaye assez large notre programme d'ETP. Donc pour tout ça, on va faire un retour à l'équipe du service et aux patients. On va essayer de mettre en place une sorte de classeur qu'on leur donnerait au sortir de la greffe, avec un plan de prise un peu amélioré qu'une simple feuille de papier, avec peut-être avec les explications sur l'organisation de l'hôpital de jour qu'on remettrait également dans la salle d'attente, avec peut-être des recommandations pour les aider à prendre les rendez-vous avec les professionnels libéraux, peut-être des courriers préfets, etc. Ensuite, ils ont également des besoins psychosociaux. Alors, ils demandent à ce qu'il y ait un suivi psychologique plus important pour leur famille, notamment. Et puis, ils pointent aussi un manque de réponse par l'assistante sociale. Donc ça, déjà, il y a 15 ans, quand on avait fait le travail sur les besoins éducatifs du patient muco-adulte transplanté, on avait déjà mis en évidence qu'il y avait un manque d'assistante sociale, et je suis pas sûre qu'on se soit beaucoup amélioré en 15 ans. Et puis, sur l'autosurveillance du souffle notamment, ils doivent appeler quand ça va pas, quand le souffle baisse. Il y a un frein important à l'appel qui est la peur de la fibroscopie bronchique. Ça, ils le disent beaucoup. Ils savent que quand le souffle baisse, ça va se solder par une fibro et ça les freine beaucoup pour appeler. En conclusion, je dirais qu'on a fait une première analyse, il faut qu'on affine un peu, mais en première analyse, on a eu la surprise de voir qu'il n'y avait pas de différence entre nos 3 populations de patients. Et globalement, les réponses sont les mêmes dans les 3 groupes. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Sénécal, je suis la directrice du pôle santé de l'association Vaincre la mucoviscidose. Et je vais commencer par revenir sur le cheminement qu'on a eu au niveau du pôle santé, puisque je vous rappelle que l'objectif principal de l'étude, c'était de caractériser les conditions d'implémentation de ces questionnaires. Et donc, vous voyez assez vite qu'on a pas mal cheminé, nous, et on s'est posé pas mal de questions. Et donc, quand on est monté à bord de l'étude au début, on n'avait pas, nous, alors Christine l'a pas précisé, mais elle avait participé, par exemple, à la première phase du projet, Expaparm. Nous, quand on est arrivé dans Expaparm Action, on n'avait pas la connaissance de cette banque de questions, et je vous cache pas que les premières semaines, on a été un petit peu dans une nébuleuse. On avait un peu l'impression que tout ça était très théorique, mais on voyait pas très bien où on voulait nous amener. Et c'est une réunion de travail au cours de laquelle des questions d'études ont été formulées et suggérées, qu'on a commencé à rentrer plus dans le concret et à comprendre un peu mieux ce qu'on pouvait éventuellement faire avec tout ça. Et donc, on a retenu de travailler autour de la transition. Et on s'est dit, finalement, dans les parcours mucos, on a identifié 3 étapes clés qui nous paraissaient être importantes en termes de transition. C'est donc l'annonce du diagnostic. On passe de la maladie n'est pas dans ma famille à j'ai un enfant malade. L'annonce de je dois changer de CRCM, donc notamment à l'adolescence. Et puis l'annonce de je suis muco à je suis muco et j'ai besoin d'une greffe. Voilà, on a considéré que c'était 3 moments importants sur lesquels on pouvait travailler. Et donc, on a commencé à regarder dans la banque des 400-500 questions quelles étaient les questions les plus pertinentes pour analyser ces 3 étapes clés. Et là, on s'est assez vite rendu compte que finalement, un questionnaire allait pas le faire, puisqu'on s'adressait à des populations différentes, qu'on était en train de mettre en place beaucoup trop de filtres, et ainsi de suite. Et donc, au lieu de un questionnaire, on en a construit 3. On n'a pas peur voilà. Donc, c'était quand même 3 fois plus de travail pour nous, 3 fois plus de travail pour l'INED. Et donc, avec le recul, on se dit qu'on aurait mieux fait de focaliser sur une transition. Mais c'est toujours plus facile à dire après qu'avant. Donc globalement, on a eu un gros travail d'appropriation. On a dû aussi, du coup, étoffer l'équipe puisqu'on a eu, on avait des parents qui participaient à la première phase
et on a fait monter à bord des patients et notamment aussi des patients greffés. Et on a mis beaucoup de temps aussi à tergiverser entre est-ce qu'il faut prendre les questions en l'état, puisque voilà, on nous proposait une banque de questions, ou est-ce qu'on a le droit de retravailler les questions, d'en ajouter. Donc ça a été un temps assez conséquent pour les 3 questionnaires. Et puis, contrairement aux terrains d'études, les 3 autres terrains d'études, nous, on a adressé nos questionnaires par les réseaux sociaux, ce qu'on fait de façon assez classique, mais ce qui nous empêche de savoir qui on touche et de faire des relances ciblées, ce qui fait qu'au final, on a globalement très peu de réponses par rapport aux 7500 mucos en France. Et de plus, on s'est rendu compte, là aussi après coup, qu'on avait parfois dans ces réponses des réponses qui finalement n'étaient pas appropriées à l'objet de l'étude, puisqu'on a eu par exemple des parents d'enfants adultes qui ont répondu sur l'annonce, donc c'était quand même des circonstances d'il y a plusieurs décennies, et l'idée étant quand même aujourd'hui de travailler sur comment améliorer les pratiques actuelles et celles de demain. Regarder ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans nous a paru finalement pas si pertinent que ça. Donc on se dit qu'on aurait dû cibler, mais bon, en ciblant on aurait eu encore moins de réponses, donc on tourne un peu autour du truc. Globalement, et là je confirme ce qui a été dit notamment par Lyon, il y a quand même des tendances générales sur les 3 questionnaires, c'est qu'il y a une vraie satisfaction de la prise en charge, donc c'est important de se le dire et de se le rappeler. Pour le reste, nous on a été vite confrontés à vraiment des grandes hétérogénéités dans les résultats, avec des réponses parfois très contrastées, ce qui est assez logique, hein, puisqu'on travaille sur des parcours, avec des ressentis et puis des périodes différentes. Selon Christine l'a dit, au fur et à mesure où on avance, on a en plus de moins en moins de répondants, et donc parfois on se retrouvait sur des effectifs très réduits, ce qui fait qu'on a trouvé que c'était difficile pour nous de porter un message au niveau national à partir de ces questionnaires. Ça n'empêche que ça permet de mettre en avant quand même certains sujets d'études qu'on pourrait creuser par d'autres aspects, et du coup je vous ai mis juste en exemple là un retour d'expérience sur comment avez-vous été informé sur le parcours de greffe. Et donc on voit que globalement il y a une très grosse satisfaction de tout le parcours jusqu'à la greffe, et que s'il y a un aspect qu'il faudrait travailler peut-être davantage, c'est le post-opératoire et le post-greffe. Je vous remercie. Donc pour conclure très rapidement, ce sont des conclusions préliminaires, puisque vous avez compris qu'on va travailler jusqu'à la fin de l'année encore pour les préciser. Donc, les premiers éléments de ma conclusion concernent essentiellement les terrains centres de soins. Donc, a priori, ce qui nous paraît ressortir, c'est que l'expérience patient est utile pour mieux comprendre le vécu et les difficultés des personnes, parce que ça peut mettre en évidence, et ça met en évidence des difficultés qu'on peut ignorer ou dont l'ampleur n'était pas forcément appréhendée, des signaux faibles mais qui peuvent être révélateurs de dysfonctionnement, et le fait d'examiner ensemble cette expérience patient et les résultats produit une motivation à agir pour résoudre les difficultés. Alors la participation, qui est un volet très important de cette recherche, reste un enjeu engageant, parce que on a bien vu dans notre projet que pour définir le questionnaire, le périmètre du questionnaire et même les questions, c'était le résultat d'une négociation, hein, Christine l'a dit aussi, c'est le résultat d'un partage de points de vue. Adapter les questions aux pratiques des centres, c'est nécessaire, puisque par exemple pour Nantes, il y a tout un programme d'ETP, donc autant cibler les pratiques pour savoir ce qu'en pensent les personnes, mais le cadre reste à préciser, la marge de manœuvre pour ne pas perdre la perspective patient est quand même une question à se poser. Faire participer des patients dès le début, c'est plus efficace parce qu'on gagne du temps, mais les intégrer en cours de route, c'est très intéressant aussi parce à ce moment-là, on intègre de nouvelles perspectives et un regard neuf. Le rôle du prestataire informatique et statistique est indispensable et essentiel pour déployer le dispositif avec la sécurité des données, confidentialité des réponses, mais aussi pour faciliter les conditions d'accès aux questions, ce qui n'a pas toujours été le cas au début de notre projet, pour présenter les résultats de manière fiable, dédoublonnée, etc., faciliter l'interprétation des résultats,
Alors, il reste que exploiter pleinement les verbatims aux questions ouvertes, ça reste un défi pour l'instant. On n'avait pas de très très gros échantillons, donc on peut en faire une lecture et comprendre beaucoup de choses à leur simple lecture, mais si on avait des gros effectifs, ça deviendrait vite compliqué d'exploiter les verbatims. Alors, comme l'a bien dit Nathalie, les conditions d'usage de notre dispositif au niveau national restent pour le moins à préciser et à améliorer. Et comme vous peut-être pouvez en conclure tout seul, on se demande si effectivement le terrain associatif national n'est pas un cas limite de notre méthodologie. Alors, je termine complètement sur la communication grand public que l'on vise, puisque nous sommes dans un projet de recherche avec et pour la société. Il nous paraissait important d'avoir cette communication grand public au-delà des articles et des colloques. Donc, avec la production d'un documentaire d'une 30aine de minutes sur les expériences muco, puisqu'on voit qu'il n'y a pas une mucoviscidose, mais de multiples mucoviscidoses autour de l'expérience, notamment de nos co-chercheurs. Donc, c'est François que vous apercevez peut-être ici ou là pendant ce congrès qui nous filme, voilà, qui prend quelques images pour constituer ce documentaire. Et il y a déjà des capsules vidéo qui sont disponibles sur YouTube en accès libre et sur notre site internet également grâce à Élise. Voilà. Je voulais vous remercier de nous avoir écoutés. J'espère qu'on n'a pas été totalement trop long. Merci. Merci, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour les questions. Je n'ai pas très bien compris quand même si chaque centre participant choisit ses questions sur une banque de données de questions extrêmement large. Comment est-ce qu'on arrive à une vue globale du fonctionnement des CRCM actuels, enfin en tout cas de leur perception, pour l'améliorer ou pour changer les CRCM de demain? Je ne vois pas comment, chacun piochant des questions différentes, on aboutit à une vue globale de la situation, on va dire. Alors en fait, là, ce qu'on a testé dans notre projet Expaparm Action, c'est une méthode où chaque terrain d'étude définit sa problématique qui a été indiquée à un moment donné, donc quelles sont les évolutions du parcours pour les patients sous Kaftrio, et à partir de cette problématique, va sélectionner les thématiques qui sont en lien avec cette problématique, et à l'intérieur des thématiques, les questions qui vont lui permettre d'éclairer cette problématique. Donc en fait, chaque terrain d'étude a reconstruit un questionnaire en fonction de son objectif, en quelque sorte. Il sera généralisé à d'autres centres? Alors, ça, c'est une autre question. La transférabilité du questionnaire, on l'a pas étudié encore dans notre recherche, on peut s'interroger là-dessus. Si on part sur l'expérience nantaise de centre de transplantation, par exemple, on voit quand même que sans trop se prendre la tête, ils ont réussi à adapter nos questions aux 3 pathologies quand même. Donc, parce que la BPCO, la fibrose, ils n'ont pas les CRCM, donc il a fallu quand même qu'ils fassent déjà des adaptations. Est-ce que ça peut resservir à d'autres centres de transplantation? Ça, c'est une question à laquelle, pour le moment, on n'a pas répondu.